André Pellerin. Je suis professeur d'océanographie à l'Institut des sciences de la mer de l'Université du Québec à Rimouski. Aujourd'hui, là, en ce moment, on est sur le Coriolis II. C'est un navire de recherche. Pour cette mission-ci, on travaille sur une recherche dans le fond du Saint-Laurent, dans l'estuaire, où on retrouve ce qu'on appelle des pockmarks, qui sont des dépressions bathymétriques causées par des fluides géologiques qui sont actifs en dessous du chenal laurentien. Et notre mission, c'est d'aller en apprendre un peu plus sur ceux-là, par faire plus de bathymétrie, de cartographier ces dépressions-là qui s'appellent les pockmarks, puis d'essayer de mieux comprendre la chimie, puis la chimie de ceux-ci, puis comment ils sont formés, puis leur provenance. Bien, c'est une mission d'une semaine, 2 semaines d'habitude. Des fois, ça peut être plus long que ça à bord. Comment ça se passe? La vie tous les jours est très, très répétitive. Là. C'est vraiment... on se réveille, on mange, on travaille, puis on recommence à tous les jours. La mission est composée de 14 scientifiques. Il y a 4 personnes qui font partie d'un système qui sont les pilotes puis les ingénieurs en lien avec un ROV, un véhicule qui est submersible. Et la mission qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va se rendre au fond du chenal laurentien pour essayer de trouver et de prendre des échantillons de pockmark avec ce ROV-là. C'est ici où les scientifiques vont passer la plupart de leur temps à travailler. Par exemple, ici, on va l'appeler ici la salle d'acquisition. C'est ici qu'on va avoir tous les profils pour identifier, faire la bathymétrie, faire des sondeurs pour bien comprendre la colonne d'eau, puis tout ça, c'est tout ce qui est acquis ici sur l'écran ici. C'est tout relié à des serveurs, puis aux capacités d'acquisition de toute l'année. Mais évidemment, il y a les choses de sécurité, puis la position du navire sur la charte de navigation. Il y a aussi les choses, alors le K80, les co-sondeurs qu'on va utiliser pour essentiellement... Pour notre mission, c'est essentiellement détecter des bulles, aussi détecter des poissons, détecter des changements de densité de la colonne d'eau, etc., etc. Il y a 10 personnes qui seront à bord, mais en fait, il y a une grande équipe de plusieurs chercheurs de plusieurs universités. L'ISMER, l'Université Laval, l'Université Mémorial à Terre-Neuve, puis plusieurs autres aussi, l'Université Carleton. Il y a plusieurs universités qui sont en lien avec ce projet. Notre mission comme telle ici est novatrice parce qu'on va avoir le ROV puis qui va nous permettre d'échantillonner l'eau et le gaz et les sédiments de ceux-ci, qui n'est pas quelque chose qui a été fait avant. Ça va nous permettre de vraiment mieux les comprendre. Pour s'assurer qu'on puisse avoir un succès, on a acquis du financement. On a eu plusieurs sources de financement, notamment un financement à Méoport en navire qui coûte, on a eu à peu près 350 000 $ pour pouvoir avoir ce temps navire ici qu'on va utiliser dans les prochains 10 jours. Les pockmarks, c'est des dépressions c'est des dépressions dans le chenal laurentien qu'on voit, qui sont associées à une activité souvent géologique de fluides qui vont sortir à la surface. Cette fluidité-là, alors il peut y avoir des gaz, des fluides qui vont bouger, puis ça va faire que ça va créer une dépression. Puis la dépression, c'est vraiment juste l'évidence qu'il y a une activité quelque sorte. Ça peut être une activité qui est en ce moment en train de se former, ou bien ça peut avoir été formé dans le passé pas si longtemps que ça, mais assez longtemps dans le passé. Puis, qu'est-ce que c'est un pockmark? C'est vraiment juste ça. C'est une activité de quelque sorte. Ça peut être causé par de l'activité tectonique géologique.
ou bien ça peut être créé par d'autres. Il y a plein de phénomènes qui peuvent les expliquer. Le pockmark, vraiment, la seule chose que ça nous dit, c'est qu'il y a une dépression bathymétrique de quelque sorte qu'on peut voir. On va essayer de déterminer le trajet du bateau, trouver des sites potentiels où est-ce que les pockmarks peuvent être intéressants à être étudiés, notamment s'ils émettent du méthane, c'est ça qu'on veut, pour ensuite permettre à l'équipe qui s'occupera de la chimie de pouvoir analyser les bulles et les eaux interstitielles pour essayer de mieux comprendre comment ça se passe. Historiquement, l'étude des pockmarks était reliée à l'industrie pétrolière. Parce que dans l'industrie pétrolière, si on a des fluides géologiques, ça peut être associé à des hydrocarbures. Tandis que nous, ça n'a rien à voir avec le pétrole, notre mission. Notre mission, c'est d'essayer de mieux comprendre le lien entre le carbone géologique et le cycle du carbone du Saint-Laurent. Là, on prend les échantillons. L'objectif, c'est de prendre les échantillons à l'extérieur du pockmark, dans une zone intermédiaire, puis dans le centre. Et on va les ramener à bord. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier, pour les carottes sédimentaires, évidemment, on va étudier les eaux porales. On est intéressé à voir c'est quoi les concentrations de différents produits chimiques dans les eaux porales. Les eaux porales, c'est les eaux interstitielles, c'est l'eau qui s'accumule entre les grains de sédiments dans le sédiment. Ça va nous permettre de comprendre l'écosystème lui-même, puis à quel niveau ces sources géologiques-là sont importantes. Ça a des impacts juste sur, comme par exemple, maintenir la biodiversité dans le fond du chenal laurentien, il y a quand même beaucoup d'autres enjeux environnementaux associés à ça, comme la désoxygénation de celui-ci, puis plusieurs choses comme ça. Alors, c'est vraiment de comprendre à quel niveau c'est important, les pockmarks, pour les cycles biogéochimiques, mais aussi les cycles biologiques. De ce côté ici, on va avoir toutes les choses qui vont avoir avec n'importe quoi qui tremble, des carottes sédimentaires, de l'eau, oui, n'importe quoi qu'on va faire ici qui vient comme des échantillons comme tels, ils vont être traités puis utilisés ici. Puis ça, c'est en lien directement avec le pont. Alors là, c'est facile ici pour nous d'apporter les choses rapidement ici pour travailler. À ce moment ici, c'est 1 an à peu près de préparation pour avoir les financements puis tout ça. Recruter, il y a des étudiants qui vont faire leur doctorat puis leur maîtrise sur ça ici. Ça commence bien en avance, là. Ça fait le projet avec ces pockmarks ici, je pourrais vous dire que ça fait plusieurs années que c'est en train de se préparer. Là, on a commencé à écrire le financement l'année passée pour pouvoir l'avoir cette année. C'est plusieurs années. Puis, il ne faudrait pas non plus enlever les affaires en découlant aussi. Après ça ici, c'est peut-être que la mission va être finie, on va écrire un rapport de mission, mais il y a des étudiants qui vont continuer à travailler sur les données qu'on a acquises pendant la mission pendant des années, là. Hey, ça va? Super. Fait qu'on a nos succès garantis ici puis ici, où on sait que les events ils sont actifs, mais on a une région ici à Baie-Comeau, là, où on a plusieurs chenals. Le bateau est principalement basé à Rimouski. Mais je dirais que là, le terrain de jeu est plus là, toute la côte est, le golfe. Généralement, le capitaine va s'occuper des manœuvres, ces choses-là. C'est de chapeauter, en gros, tout ce qui est des opérations du bateau. Ça fait que moi, je prends l'information de tous mes départements, que ce soit la salle des machines ou mes gars sur le pont, ou les clients, le bureau, ainsi de suite. Puis avec toutes ces informations-là, ben, je prends la meilleure décision, la plus sécuritaire, la plus efficace aussi là, pour l'opération globale du bateau. Ben, c'est un bateau qui a été bâti en 90 par la garde côtière canadienne sur la côte ouest.
Donc, c'était un bateau à la base pour la recherche sauvetage. Fait que ça reste un bateau qui est très, très marin. Des bonnes capacités là, dans tout type de température, je dirais. Donc, c'est un bateau qui est très sécuritaire. Depuis le début des années 2000, là, il est propriétaire. En tout cas, c'est un consortium d'universités qui l'avait acheté pour le convertir en bateau de recherche là, scientifique. Et puis maintenant, il y a la propriété de Lucar. Puis c'est la compagnie, c'est Réformar, là, qui est une branche de Lucar qui gère le bateau. C'est pas immense, une 50aine de mètres, mais on a quand même là, de la place pour à peu près 28 personnes à bord, là, incluant membres d'équipage et les scientifiques là, qui peuvent embarquer. Le bateau devient comme un gros outil de travail, où est-ce que là, on va être appelé plus à manœuvrer pour ce genre de choses-là en particulier. Fait que ça va nous demander de garder des positions quand même très, très précises là, pour être capable finalement de répondre à leurs besoins. Si les courants sont plus que 1 nœud, on ne peut pas déployer la ROV. Alors, et ça pourrait être c'est un danger qu'on court, mais la mission c'est juste le début une fois que la mission est terminée en termes de science. Parce que la dernière chose, c'est notre vrai livrable, là, sur laquelle on est évalué, tout ça, c'est la publication d'articles scientifiques, puis la génération de nouvelles connaissances. Puis ça prend des années après. 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être même plus. Alors, on est où ici? Ici, on est dans la cabine 27. C'est ma cabine. C'est ici que moi puis quelqu'un d'autre, on va dormir, puis on va habiter pour la durée de la mission. C'est super confortable. J'adore ça. Il n'y a pas de problème. En fait, moi, avec un petit peu de houle, je trouve que c'est super bon pour dormir. C'est pas un problème. C'est quand que... on est dans des eaux qui sont plutôt houleux, où ce que là, on va sauter, puis quand tu sors, ton corps au complet, il va sortir sur ton matelas. Ça devient difficile à dormir, mais ça arrive pas si souvent que ça. On a l'Internet à bord. En fait, grâce à ce qu'on est dans l'estuaire ou bien le Golfe la plupart du temps, on a même souvent... Puis on a souvent des projets qui sont plus côtiers. On a souvent accès aux tours de téléphone cellulaire, mais on a aussi le Wi-Fi à bord. Là. Alors, il n'y a pas de problème de connexion. Alors là, on a vraiment comme le Dream Team là, pour opérer la ROV. Alors ça nous met les bonnes choses dans la bonne voie. Les moments charnières, ça va être vraiment de s'assurer qu'il y a des fenêtres où c'est assez calme pour qu'on puisse mettre le ROV à l'eau, puis qu'on soit capable de trouver les pockmarks assez rapidement. Ça va bien la vie à bord. On mange extrêmement bien, toujours. C'est un peu comme une mère de famille avec 28 enfants qui ont des goûts différents puis qui ne mangent pas toute la même affaire. On a toujours le désir en arrière de faire plaisir à tout le monde, puis c'est pas toujours facile, mais on dit qu'un équipage avec le ventre plein, c'est un équipage heureux. Alors, on essaye de combler tous les besoins. C'est un besoin de base, hein? Si les gens mangent bien, les choses se passent bien. Fait qu'on fait toujours de notre mieux. Pour l'équipage, comme pour les scientifiques, il y a plusieurs corps de travail, effectivement. Il y a des gens qui travaillent de nuit. On s'assure de toujours avoir des trucs à grignoter ici et là. Comme vous voyez, là, on a des fruits, des crudités. Il y a plein de snacks que les gens peuvent se prendre par eux-mêmes. Puis on fait déjeuner, dîner, souper. Ma collègue Julie s'occupe très bien de faire les déjeuners. Elle s'assure aussi qu'il y ait des collations santé, des desserts plus sucrés. Fait qu'on en fait vraiment pour tous les goûts. Puis curieusement, bien, tout se mange. Puis la cuisine, c'est aussi, tu sais, quand on est dans un milieu de vie sur Terre,
comme sur mer. C'est l'endroit où les gens se retrouvent, se font des confidences, se réconfortent, se prennent un café, viennent aussi ici quand ils se blessent. Fait que c'est un peu le cœur du bateau, si tu veux. C'est une chose, pas besoin de faire à manger. Ça, c'est toujours un gros plus, puis la nourriture est toujours bonne. Il y a toujours une atmosphère de collégialité avec l'équipage, avec les scientifiques. Tout le monde vit assez proche un de l'autre, là. On partage les cabines, on partage un petit peu tous les espaces. Ça peut être très serré, là, même dans les laboratoires et tout ça. Mais en général, ça va super bien. Puis aussi, on n'a pas besoin de coexister pendant des mois puis des mois non plus. Là. On est 1 ou 2 semaines, 3 semaines gros max, là, souvent. Alors, ça va super bien. Bien, l'avenir, je dirais que pour la science en ce moment, je veux dire, au Québec puis à l'ISMER puis dans notre groupe, ça s'en vient bien. On a eu des bons succès de financement dans les dernières années qui nous permettent d'avoir beaucoup de temps navire. C'est toujours un facteur limitant, c'est d'avoir assez de financement pour être capable de payer ces missions en mer-là qui sont extrêmement chères. C'est sûr et certain que si on veut quand même rivaliser avec des pays qui sont dotés d'équipements quand même à la fine pointe de la technologie, c'est sûr et certain qu'il faut aller aussi dans cette direction-là. On est quand même un pays qui est bordé d'océans. On a juste une frontière qui ne l'est pas là, dans les faits. Là. Tout le reste est couvert d'eau. Puis on a un très, très grand territoire aussi à couvrir. Donc, je pense qu'il va y avoir en tout cas des opportunités à saisir pour le futur. Puis au niveau du travail aussi. Là, donc, je pense qu'on est appelé à se développer parce que dans les dernières années, si la tendance se maintient, on est toujours sur une pente ascendante.